RPA, la radio du Pays d'Arles. La radio du Pays d'Arles. RPA. Bon appétit à tous, bienvenue sur RPA, on est vendredi, il est midi, avec moi Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour Stéphane. À l'honneur cette semaine pour l'album de la semaine, l'album de Grégoire, Poésie de notre enfance. C'est Grégoire qui est avec nous en direct sur RPA. Bonjour Grégoire. Bonjour à tous. Bonjour Grégoire. Bienvenue sur RPA. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu comment est venue cette idée et qu'est-ce qu'il y a dans cet album exactement. En fait, l'idée est venue parce que l'un des fils de ma femme avait du mal à apprendre l'Albatros de Baudelaire et je lui ai donné donc mon disque de Léo Ferré qui chante Baudelaire et 10 minutes après il la connaissait alors qu'il est beaucoup plus hip-hop et choses comme ça et donc ça m'a donné l'idée de mettre en musique les premiers poèmes que l'on rencontre quand on est tout petit, comme La Fontaine, comme Maurice Carême, Robert Desnos, Philippe Soupeau et d'autres, pour faciliter l'apprentissage de la poésie et pour permettre aux petits enfants notamment de se familiariser avec ce genre que j'adore et puis peut-être les aider effectivement à les apprendre si on leur demande de les réciter. Et comment avez-vous choisi justement? Est-ce que vous aviez envie de travailler avec certains poèmes ou certains poètes? Non, il y a en fait, effectivement, La Fontaine et Maurice Carême, ça me paraissait indispensable et incontournable, étant donné que c'est vraiment les deux noms qui, je pense, reviennent le plus souvent quand on parle des poésies de l'enfance. Et puis après, je me suis plongé dans le cahier d'une élève d'aujourd'hui pour être à la page en fait et pour pouvoir choisir des poèmes qui sont appris aujourd'hui que moi j'ai pas forcément appris. Donc c'est un mélange entre ceux que j'ai appris, ceux qu'on apprend aujourd'hui et puis des coups de cœur que j'ai eu au fil de mes recherches dans les recueils de poésie et autres. Vous avez encore un poème en mémoire que vous aviez appris quand vous étiez enfant? Ah forcément, comme j'allais dire La cigale et la fourmi, Le corbeau et le renard, évidemment, c'était des poèmes que je connaissais par cœur. Ça fait partie des classiques et puis je pense que tout le monde connaît encore dès qu'on leur demande de réciter. Donc vous avez composé aussi les musiques. Est-ce que c'était déjà des musiques que vous aviez ou vous avez composé une musique en fonction de ce que ça vous inspirait au niveau du poème? Ah non, tout a été composé en fonction effectivement du poème. C'est-à-dire que je choisissais les poèmes dès qu'ils m'inspiraient une musicale, dès que la rythmique et tout ça me venait directement, j'allais dire à l'esprit. J'ai effectivement parfois bloqué sur certains poèmes et d'ailleurs je les ai pas mis parce que je voulais que ce soit naturel, un peu comme les chansons qu'on chante quand on est tout petit, qu'on chante en voiture avec les parents. Enfin, je voulais que ce soit vraiment, j'allais dire, c'est compliqué d'une certaine manière de se dire qu'on va travailler sur un texte de Jean de La Fontaine et en même temps, donc il faut prendre le recul, oublier l'auteur et ne voir que le texte et de prendre que des mots qui me parlent et des textes que j'aurais adoré écrire. Vous avez mis combien de temps pour écrire cet album, entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où il s'est concrétisé? En fait, il s'est écoulé à peu près 2 ans parce qu'en même temps, j'ai fait une tournée, donc j'ai fait plein de choses. Et puis, je voulais aussi... je mettais pas forcément beaucoup de temps pour composer les musiques sur les poèmes parce que, comme je le disais, il fallait que ce soit instinctif et que ça me vienne assez rapidement. Mais à côté de ça, pour choisir les poèmes, pour trouver le dernier, par exemple, qui était Les points sur les i, il est arrivé beaucoup plus tard. Donc, entre le jour où j'ai prêté ce CD de Léo Ferré qui chante Baudelaire et le jour où j'ai finalisé les chansons, il s'est écoulé à peu près 2 ans. Comment réagissent vos enfants à l'écoute des poèmes que vous avez mis en musique? Plutôt bien. J'ai mon fils qui lui a 2 ans et qui parle très peu, entre guillemets, qui commence à bredouiller. Lui finit déjà les fins de phrases du poème de Robert Desnos, La girafe, par exemple. Donc il commence à connaître un peu, à connaître les poésies. Donc je pense que quand il aura 5-6 ans et qu'il devra les apprendre, il les connaîtra déjà par cœur. Donc eux, ils réagissent plutôt très bien. Et puis j'ai rencontré d'autres enfants qui ont eu, je crois que j'ai su il y a pas longtemps qu'il y a un petit garçon qui avait eu 10 sur 10 au corbeau et au renard grâce à mon disque. Donc c'est plutôt génial. Oui, ça fait plaisir, certainement. Ça doit. Vous avez l'impression d'avoir été utile à apprendre des poèmes, ce qui est plutôt bien. Comment justement on réagit le corps enseignant par rapport à ça? Parce que c'est quelque chose que vous mettez à disposition gratuitement au niveau de l'éducation nationale. Tout à fait. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ça? Je l'ai eu très bon. J'ai même des professeurs en Russie, en Espagne, un peu partout, des professeurs de français qui demandent à récupérer les poésies. Donc c'est plutôt à ce niveau-là, ça réagit très très bien. Et les professeurs sont
s'amusent beaucoup, étant donné que ça leur permet d'avoir un support qui est un peu différent et qui a une sorte qui est ludique aussi. Donc ça permet aux élèves de voir les choses différemment, de faire un cours un peu différent, parce qu'ils peuvent aussi parler de la musique, ils peuvent aborder plusieurs sujets, il y a les partitions aussi, ils peuvent chanter, ils peuvent faire plein de choses. Donc ça n'est pas se dire que sur le poème, et donc pour les profs c'est vraiment quelque chose qui plaît aux élèves. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez en fait bloqué sur certains poèmes. Est-ce qu'il va justement y avoir un album Poésie de notre enfance volume 2 ? J'allais dire, ça c'est possible. En soi, pour l'instant, c'est pas prévu. J'allais dire, ce sera pas le prochain en tout cas, parce que je suis en train de mettre en œuvre un album qui est plus standard entre guillemets, avec mes textes et mes musiques. Et à côté de ça, je fais en sorte de pourquoi pas laisser la possibilité, parce que des poésies, il y en a des milliers, donc effectivement, il y a possibilité même d'en faire 20 volumes. Justement, là, au niveau de vos projets, vous me disiez que vous étiez en train de préparer quelque chose pour votre album. Vous savez à peu près quand il sortira et de quoi il parlera ? Pour être très honnête avec vous, là, on va laisser passer les vacances et on va voir. Il y aura la rentrée, il y aura toutes ces choses-là. Donc, on va voir exactement l'avenir en fait de cet album Poésie de notre enfance, qui pour l'instant démarre très bien. Et après, est-ce que, j'allais dire, ce sera déjà, faut que je finalise aussi mes chansons, même si j'ai les mélodies et les textes, j'ai envie de certaines productions, certains arrangements. Donc, je suis en train d'évaluer tout ça. Je pense que pour tout vous dire, au pire janvier, février, mars sur un premier single, peut-être avant, mais maximum début d'année prochaine. Entre-temps, est-ce que par exemple vous allez monter un spectacle autour de cet album ou pas finalement ? Une petite tournée, est-ce que c'est prévu ou est-ce que ça va être dans le concept un petit peu de l'album ou pas finalement ? Pour l'instant, moi j'ai fait des masterclass dans des classes de CM2 par exemple, où je vais avec mon piano et puis on discute des poésies. À côté de ça, j'allais dire pour l'instant une tournée consacrée à ça, non pas vraiment. On est en train de regrouper toutes les demandes d'établissements parce qu'il y a pas mal d'écoles qui désireraient me recevoir. Donc on est en train de regrouper ça pour essayer d'organiser des choses de manière assez intelligente dans certaines régions. Mais quoi qu'il arrive, il y aura pas forcément une tournée sur cet album, mais dans ma prochaine tournée, il y aura une place à cet album, évidemment. On va dire que c'est le fait d'être dans des masterclass et dans des classes, c'est une tournée, une approche du public vraiment différente avec cet album. Vous faites une tournée dans les classes. Oui, tout à fait. Et ben c'est une tournée différente. D'ailleurs, ça pourrait être une tournée assez intéressante. J'allais dire, ça pourrait être marrant de faire une tournée, même en dehors de cet album, mais une tournée où je viens chanter des chansons et puis après je laisse les gens ont 10 questions, ils posent des questions, je réponds et puis je chante une autre chanson, ils posent des questions et puis on continue comme ça. C'est très interactif et c'est ce qui est très très amusant en fait, c'est les questions des enfants en fait, qui vont dans tous les sens et qui parlent aussi bien des instruments que des mots, que justement eux ils voient des images dans les poèmes que nous on voit pas. Il y a plein de choses qui sont c'est très enrichissant. Alors vous êtes aussi auteur-compositeur pour d'autres personnes. Vous avez travaillé avec qui exactement ? J'ai écrit 2 chansons pour Florent Pagny. Oui. Déjà, j'avais fait ça. Après, je me suis pas beaucoup, j'allais dire, je suis pas du genre à appeler les gens. Donc lui, il m'avait appelé. Donc je l'avais fait volontiers. Là, surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que je viens d'écrire une chanson pour une jeune artiste qui s'appelle Sarah Kedibo. Oui. Qui, elle, va sortir un premier single d'ici très peu de temps. Et je pense que ma chanson sera dans ces singles, le deuxième ou le troisième, je sais pas exactement. Ce que je veux dire, c'est que j'essaye pas de placer des chansons. Ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens et c'est vrai que j'ai tendance à être casanier. Donc je suis pas très bon pour ça, pour aller placer des chansons à gauche et à droite. Mais j'avais préféré quand je l'ai fait. En fait, j'ai plutôt écrit tout l'album de Thérèse sur les textes de Sainte-Thérèse de Lisieux et là-dessus Natacha Saint-Pierre, Angoune, tout ça avait j'allais dire participé et chanté. Donc j'ai fait chanter beaucoup de gens. Sinon j'ai écrit effectivement j'ai une chanson que j'ai chantée moi en duo avec Jean-Jacques Goldman. Oui voilà, j'allais y venir, La Promesse. Donc au final j'ai quand même fait chanter Jean-Jacques Goldman sur, je crois que je suis le seul à avoir fait chanter Jean-Jacques Goldman sur une chanson qu'il n'ait pas écrite. C'est rare. Toutes les autres. Comment s'est passée justement cette collaboration, cette rencontre avec Jean-Jacques Goldman ?
En fait, on s'est rencontrés aux Enfoirés et contrairement à ce que peuvent dire les mauvaises langues, ça n'est absolument pas son fils qui a favorisé ça, dans le sens où après les Enfoirés, moi j'ai eu l'idée de, enfin voilà, c'était un de mes rêves, donc je me suis dit je vais le contacter, je vais lui demander de chanter avec moi sur une chanson parce que j'aimerais faire un duo avec lui et j'ai préparé mon mail et juste avant de l'envoyer, j'ai appelé son fils, je lui ai dit t'en penses quoi, est-ce qu'il va dire oui, et il m'a dit bah non, je pense qu'il dira non, mais bon, qui ne tente rien n'a rien, et donc je l'ai tenté, au final il a dit oui. Donc là-dessus, après, facilement, après on s'est mis d'accord sur la chanson. Je savais pas s'il voulait écrire ou pas. Il m'a dit vas-y, envoie-moi une chanson, je te fais confiance. J'ai envoyé La Promesse. Il l'a écouté, il m'a dit ok. Et puis on a fixé les dates et on l'a fait. Et d'ailleurs après on a tous les deux écrit. Je lui ai envoyé encore Un autre hiver, qui était la première chanson originale des Enfoirés depuis la chanson des Restos. Aujourd'hui on n'a plus le droit, etc. Et après, entre-temps, ils avaient fait que des reprises. Et là, depuis, on a fait encore Un autre hiver. Donc, on a coécrit ensemble. Ensuite, il y a eu Attention au départ, etc. Et depuis, il n'y a que des chansons originales, entre guillemets, au Resto du Cœur. Donc, on a fait ça aussi ensemble. Et une autre collaboration avec Jean-Jacques Goldman, c'est à l'ordre du jour? Sur les Restos du Cœur, pourquoi pas. On est en train de réfléchir déjà à la chanson de l'année prochaine. Moi, je lui ai donné 2 pistes. J'ai envoyé deux idées de chansons que j'ai faites. Lui, il en fait de son côté. On est en train de travailler là-dessus. Donc c'est possible. Mais si ça se trouve, ce sera pas du tout ni les miennes ni les siennes. On va voir. On demande à pas mal de gens d'écrire des chansons. Donc ça, c'est plutôt à ce niveau-là, oui. Après, moi, j'ai fait mon duo. J'ai pas non plus lui demandé. Si peut-être qu'un jour, je lui demanderai un texte ou une mélodie. Pour l'instant, j'ai encore l'inspiration, mais même pour le clin d'œil peut-être. Ça peut-être. Mais nos collaborations et nos échanges autres que personnels, nos échanges professionnels sont quand même très axés sur les Enfoirés et sur effectivement l'élaboration du spectacle et tout ça. Donc on collabore ensemble, mais pour la bonne cause. Comment avez-vous vécu la polémique justement sur la dernière chanson des Enfoirés? De différentes manières. Surtout de la première manière, c'est de me dire que il y a vraiment des gens qui s'ennuient et qui n'ont que ça à foutre que de chercher la petite bête sur une course. J'ai adoré la réaction que Jamel avait eue sur Europe 1 en disant mais réfléchissez que ces gens-là se bougent simplement pour en faire manger d'autres, quoi. Donc si on pense à ça, à partir de là, je comprends même pas qu'on commence à attaquer la polémique. Ensuite, effectivement, ça nous a touché de se dire qu'au final, les gens réfléchissaient pas non plus beaucoup, que faut vraiment pas beaucoup connaître Jean-Jacques Goldman pour se dire qu'il est réac. Quand on voit tout ce qu'il a écrit et toutes ses chansons et l'ensemble de son œuvre, si le bilan c'est ça, disons que les gens sont pas très. Enfin, c'est pas une question d'intelligence, c'est vraiment une question c'est vraiment vouloir chercher la petite bête. Et puis à côté de ça, ce que je me suis dit aussi, déjà, après, il y avait plein d'effets positifs au final à cette polémique. C'est que la chanson était 117e, elle est passée 12e. Sachant que nous, quand on a commencé, quand on a écrit encore Un autre hiver, on était parti du principe que les chansons originales permettaient de reverser tous les droits à l'association des Restos du Cœur, même les droits d'auteur, même les droits que normalement on peut pas céder. Donc on arrivait à écrire la chanson pour l'association. Donc au final, ça rapportait ça fait plus de streaming, plus de choses comme ça. Donc ça a rapporté. Le point positif, c'est que ça a permis de rapporter encore plus d'argent à l'association. Et donc là-dessus, les gens qui ont voulu mettre un petit coup aux Enfoirés, on fait gagner de l'argent au Resto du Cœur. Donc au final, nous, on est contents là-dessus. Mais c'est vrai que c'est absolument c'est absurde. Parce qu'en plus, la chanson passait en radio, parce que la chanson a été jouée devant des milliers de personnes et personne n'a fait la remarque. La seule erreur qu'on ait faite, et d'ailleurs, on avait émis l'idée à un moment, mais tout va tellement vite quand on tourne nos clips, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, entre les spectacles, c'est de pas avoir mis Gérard Jugnot en culotte courte, de pas avoir mis des enfoirés, j'allais dire, dans le rôle des jeunes qui parlaient à d'autres enfoirés. C'est là où les gens ont polémiqué, en fait. Mais je sais pas si c'est vraiment les gens qui ont polémiqué ou plus les journalistes, parce qu'on a l'impression que ces dernières années, il y a quand même beaucoup d'attaques de journalistes sur les Restos du Cœur.
Non, mais c'est des deux côtés. Il y a énormément de journalistes qui s'y sont mis. Après, il y a eu aussi beaucoup de commentaires sur YouTube. Alors, est-ce que c'est un journaliste qui a lancé la petite phrase et puis d'autres qui ont suivi? Je sais pas. En tout cas, j'avais peut-être l'impression aussi que les journalistes qui se sont mêlés de ça d'une certaine manière, ça me fait un peu penser à un moment aux journalistes qui en avaient balancé plein la tronche de Jean-Jacques Goldman à une époque, au tout début. Oui. Et d'ailleurs, il avait même acheté une page dans Libération pour mettre toutes ces petites piques qu'il avait reçues et en mettant au milieu une phrase qui était merci d'être venu quand même, 3 petits points. Et qui d'ailleurs qui fait la double page intérieure de son best-of aussi. Donc voilà, ça là-dessus, il y a des gens qui trouvent que ça fait bien de critiquer certaines institutions entre guillemets, mais ça c'est aussi le principe de la musique, hein. Il y a des journaux qui n'écrivent que ce que leurs lecteurs veulent lire, et forcément, j'allais dire, moi, si vous voulez, donnez-moi une liste de gens et je vais vous dire ce qu'il est bien d'en penser dans certains milieux, hein. Quoi qu'il arrive. Et c'est absolument dommage. Et, en tout cas, la réaction de Jean-Jacques Goldman dans le Petit Journal a été avec beaucoup d'humour et beaucoup de panache. Donc bravo à lui. Oui, et puis bon, il y a des gens qui, comme vous le dites, il y a des gens qui font des choses pour aider les gens. Il y en a d'autres qui les critiquent. Donc continuez à les faire parce que vous les faites très bien. Ouais. Et voilà. C'est gentil. Oui, non, mais c'est vrai qu'il il y a surtout des. Oui. Après, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi, j'allais dire, voir qu'il y a des gens qui critiquent et qui font des choses sans forcément le dire. Mais ça, c'est donc on va pas les blâmer non plus. Mais c'est juste que. Voilà, voyons juste qu'il y a des gens qui on fait tous des choses, visibles ou pas visibles, c'est pas le problème, et il faut aider les gens qui font des choses, point. Moi, je pense qu'il faut soutenir les bénévoles, il faut soutenir ces gens-là, et après, surtout quand ça ne vaut pas la peine. Si ça avait été, j'allais dire, un tremblement de terre parce que les finances de je sais pas quoi, enfin, il y avait quelque chose d'occulte, et que là, il fallait effectivement mettre son nez dedans pour faire là je veux bien, si c'est vraiment un but. Si c'est juste pour dire la chanson elle est pas si bien écrite, voilà, on écrit tous des chansons plus ou moins bien. Moi j'aime bien cette chanson, au final ça me faisait marrer, mais il y en a qui écrivent voilà, et il y a des il y a des meilleures chansons de Jean-Jacques Goldman, il y en a des moins bonnes, voilà, on est tous comme ça, mais de là à en faire une polémique telle que celle-là, moi je pense que non, je comprends même pas. Je trouve que les gens n'ont vraiment rien d'autre à foutre. Écoutez RPA, la radio du Pays d'Arles. On vient d'écouter Les Enfoirés toute la vie, chanson qui a fait polémique. On en parlait avec Grégoire qui est en interview avec nous en direct aujourd'hui sur RPA. On vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez gagner cet album Poésie de notre enfance, cet album de Grégoire, vous vous connectez maintenant sur le site radio-rpa.fr, vous vous inscrivez et puis on vous offre cet album Poésie de notre enfance. Alors on va revenir un peu sur votre carrière. Justement, quel regard avez-vous sur votre carrière, Grégoire ? Oh, il est mitigé, mon regard, j'allais dire. Mais il est mitigé parce qu'on en veut toujours plus. J'allais dire, ça démarre en trombe. Après, il y a le marché du disque qui s'effondre, etc. Et puis en même temps, je vois encore, j'allais dire, j'ai la chance de vendre beaucoup d'albums et donc, ce qui veut dire que le public est au rendez-vous. Et donc j'en suis très content. Après, j'en voudrais, j'allais dire, toujours plus. Hein, si, d'une certaine manière, si on pouvait pareil que moi, je signerais. Et en même temps, j'allais dire, j'ai une vie très tranquille à côté. Ça me permet de sortir avec mes enfants et d'être accosté de manière respectueuse et pas d'être au milieu d'une hystérie. Donc ça m'arrange aussi. Et puis j'en suis très content parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai quand même la possibilité de pouvoir faire un album comme ça et entre guillemets de prendre le risque financier de le faire, d'avoir une maison de disques qui me suit, donc j'ai une place qui est quand même ultra privilégiée. Donc j'allais dire, même si on en veut toujours plus, j'ai absolument aucune raison de me plaindre. Je fais partie quand même, je pense, des 10% des gens qui font de la musique en France et qui sont dans une place ultra privilégiée, pour répéter le mot, par rapport
à 90% des gens qui veulent en faire, qui essayent d'en faire et qui n'ont pas forcément parfois de réponse, qui sont pas forcément suivis par les maisons de disques, les médias et le public. Donc voilà, moi j'ai absolument aucune raison de me plaindre. Vous êtes toujours chez My Major Company, vous êtes toujours produit par le public ou c'est My Major Company qui vous produit directement maintenant? Non, c'est moi qui me produis directement. Voilà. Bon, maintenant je sais tout, vous n'avez plus de secret pour nous. Non, mais pour tout expliquer, c'est-à-dire que sur le premier album, c'était le public, qui a d'ailleurs fait une très belle opération financière, et c'était très intéressant parce que j'étais absolument inconnu, entre guillemets. Ça vous a fait quoi d'être produit par le public? Ça vous a fait quoi quand vous avez atteint le moi je trouvais que l'idée était très bonne, sinon je serais pas allé sur My Major Company. Et quand j'ai été produit, ça m'a fait énormément de plaisir et j'avais envie de et ça donne confiance en soi. Après, rien n'est jamais joué. Ça commence à être joué quand on voit qu'RTL, j'allais dire, s'y intéresse, etc. Enfin, parce que moi, il y avait 347 personnes qui avaient cru en moi, donc c'était vachement bien et très satisfaisant. Et je les en remercie d'ailleurs, encore et toujours. Mais à côté de ça, rien n'était gagné. Il fallait encore, j'allais dire, c'est comme si vous prenez The Voice, d'une certaine manière, il y en a qui ont gagné The Voice, et c'est pas pour autant qu'on entend parler d'eux aujourd'hui. J'allais dire, il fallait attendre la saison 3, je crois, c'est Kenji, la saison 3, pour qu'il y en ait un qui émerge. Avant la première saison, le gagnant, aujourd'hui, on n'entend pas parler. J'espère pour lui qu'il reviendra un jour, mais voilà, donc rien n'est jamais gagné. Donc après, on a eu la chance qu'il y ait MFM, RTL, Énergie, et France Bleu, et plein d'autres, qui ont commencé à lancer le mouvement, et puis après les gens qui n'avaient pas entendu parler de moi à ce moment-là ont entendu parler de ma chanson, et ils ont adhéré, ils ont acheté l'album, et ça c'était génial, mais c'était progressif en fait. En revanche, contrairement à The Voice, c'est la différence fondamentale entre une émission de télé et My Major Company, c'est que moi la célébrité est venue progressivement, donc j'ai jamais j'allais dire, je pense que quand on va à la Star Academy, Jennifer, elle est rentrée dans un château et 2 mois après, elle est sortie et tout le monde lui sautait dessus. Là, ça doit être beaucoup plus déstabilisant. J'ai une question d'une auditrice qui s'appelle Ludivine, qui a 28 ans, qui est de Arles. Si vous n'auriez pas été chanteur, vous auriez fait quoi? Peut-être acteur, d'une certaine manière. Parce que c'est des métiers qui m'attirent. J'allais dire, jouer à la comédie aussi bien que de chanter, c'est quelque chose qui m'attire. Après, je pense que j'aurais peut-être été que auteur-compositeur. J'aurais peut-être écrit pour les autres et vraiment fait que ça, parce que les gens ont ces métiers qui sont très bons là-dedans et qui ne chantent pas forcément. J'aurais été un peu là-dedans, ou sinon en plus vaste, j'aurais sûrement travaillé dans une maison de disques, peut-être être directeur artistique, travailler autour des albums, de la musique, ou peut-être sinon journaliste. C'est quelque chose qui m'aurait plu d'être journaliste aussi. Vous avez des envies, vous avez des propositions par rapport à ça? Non, pas du tout. En fait, je me suis pas du tout. J'allais dire, là j'y réponds parce que vous me posez la question. Moi, c'est quelque chose qui m'amuse. Et en même temps, aux Enfoirés, on en fait beaucoup. On fait beaucoup de sketchs. J'ai la chance de côtoyer aussi bien des comiques comme Michael Youn et de faire des choses assez, j'allais dire, des choses que j'aurais pas imaginées avec lui, notamment. Il y a Danny Boone, il y a Cadmerade, il y a tous ces gens-là avec qui on a même eu une année Fabrice Lucchini, par exemple. Donc il y a plein de gens comme ça qu'on croise, avec qui on partage des moments de scène et qui sont vraiment, j'allais dire, intenses et qui donnent envie aussi justement de se plonger un peu plus dans la comédie. Alors pour l'instant, j'allais dire, je préfère vraiment me concentrer sur la musique et me concentrer sur mes albums, parce que je pense que j'ai encore des choses à faire, à prouver et pas mal de trucs. Mais et puis plus j'avance, plus ma vie se fait, j'ai des enfants, etc. Plus j'allais dire, j'ai pas forcément envie de tourner dans n'importe quel voilà, j'aime par exemple Jean-Pierre Jeunet, j'aime Albert Dupontel en français, donc des trucs assez précis où il y a vraiment des univers très précis avec des personnages bien déterminés, donc j'aurais plus tendance à faire des choses comme ça. J'ai pas forcément envie de faire une histoire d'amour. D'accord, mais voilà, enfin. Si on vous propose un rôle dans cet univers-là, pourquoi pas? Grégoire, ah oui, dans complètement. un film. D'accord. Si Jean-Pierre Jeunet me propose un rôle demain, sauf si vraiment c'est un film porno entre guillemets, dans ce cas, sauf cas exceptionnel, je pense que j'accepterais presque sans ouvrir le scénario. Je pense, dans l'idée, tellement
je trouve que tous ces films ont quelque chose. Donc voilà, oui, ça c'est sûr. Après, il y en a même je pense à David Fincher, des gens comme ça qui a fait toute cette trempe-là. Moi, j'adore ces mecs-là, donc oui, je signe tout de suite. On va faire une petite pause. On vous rappelle que Grégoire est donc avec nous en interview sur RPA en direct pour nous présenter cet album Poésie de notre enfance. On va faire une petite pause avec les infos. On se retrouve juste après avec Grégoire sur RPA. Radio RPA vous suit partout, sur vos smartphones et tablettes avec l'application Radio RPA. Radio RPA, dispo gratuitement sur iTunes et Google Play. L'application Radio RPA. L'application Radio RPA. RPA, la radio numérique nouvelle génération. De retour avec l'interview de Grégoire. Grégoire en direct avec nous sur RPA, Marilyn avec moi. On vous souhaite un bon appétit. Vous écoutez RPA, la radio du Pays d'Arles. Cette semaine, à l'honneur donc l'album Poésie de notre enfance, l'album de Grégoire. Grégoire qui est donc en interview avec nous. Chaque semaine, un album spécial avec un artiste à l'honneur sur RPA. La semaine dernière, c'était Camille Lou de la Légende du Roi Arthur, une des interprètes de la comédie musicale de Dovatia, qui tenait à vous poser une question. Alors on va vous diffuser la question de Camille Lou tout de suite. Écoute Grégoire, je voulais savoir depuis quand tu composes. Est-ce que ça a toujours été ton fort ou est-ce que c'est venu qu'après avec le temps? Parce que bon, j'ai envie de savoir pour moi, tu vois. En fait, pour être assez succinct et précis, j'ai commencé à faire du piano en autodidacte vers 8-10 ans. J'ai joué beaucoup toutes les chansons que j'adorais, j'ai essayé de les reproduire au piano. Donc j'ai beaucoup joué les chansons des autres jusqu'à l'âge de 15-16 ans où j'écrivais déjà quand même 2-3 textes, mais j'avais jamais eu l'idée de mêler les deux. Et vers 16 ans, là j'ai commencé vraiment à vouloir écrire mes propres chansons. Donc voilà, la composition elle s'est faite vers 16-17 ans et j'ai composé pendant des années jusqu'à l'âge de 25-26 ans. Et à ce moment-là, quand je me suis senti prêt, je suis allé faire un stage dans une maison de disques pour me faire un carnet d'adresses. Et à l'âge de 28 ans, j'ai rappelé tous les gens que j'avais rencontrés. Et là, j'ai eu l'audace d'aller leur proposer ce que je faisais. Et j'ai notamment, à ce moment-là, rencontré les gens de My Major Company. Donc j'ai commencé vers 16 ans à composer. Et ensuite j'étais auteur-compositeur avant d'être chanteur, en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai envie d'interpréter mes chansons, plutôt. Donc, et c'est comme ça que je me suis créé un répertoire pour être prêt si on me disait oui, et j'ai eu la chance qu'on me dise oui, donc voilà. Vous vous souvenez du premier concert que vous avez vu? Oui, c'est Elton John au Zénith. Je devais avoir 16 ans, je crois. Mon premier concert, je veux dire, de personnes confirmées, indépendamment des fêtes de la musique qui se passent dans nos villes de province. Mais oui, c'est Elton John. Je l'ai vu 2 fois dans la même semaine. C'était j'étais assez fan. Et en tant que pianiste, forcément, Elton John, ça marque. Et c'était assez incroyable parce qu'il fait tous ses tubes, toutes ses chansons sont dingues. C'était en plus un concert piano-voix. Donc c'est moi le genre de concert que j'adore et vraiment là-dessus je l'ai vu je crois 10 fois, je crois que c'est celui que j'ai plus vu. Et le dernier que j'ai vu c'est Paul McCartney il y a pas si longtemps que ça au Stade de France. Donc voilà, je suis très concert comme ça, Cat Stevens, David Bowie et en même temps je peux emmener les petits, je peux emmener les enfants de ma femme voir Section d'Assaut aussi. J'aime bien aller au concert et voir des choses assez différentes. Justement, vous parliez de la fête de la musique. Vous faites quoi, vous, le 21 pour la fête de la musique, Grégoire? Je suis sur France 2. Je chantais Les Points sur les i de Luc Berrimont et je trouve ça assez... j'allais dire, ce qui est génial dans cet album, c'est que je l'ai fait comme ça, sur un déclic, en pensant limite à mon fils, en me disant, si ça intéresse personne, au moins ça intéressera mon fils. Et puis ça intéressait une maison de disques, l'éducation nationale, et qu'aujourd'hui je me retrouve, j'allais dire, à aller chanter... Les Points sur les i de Luc Berrimont en prime time sur France 2 pour la fête de la musique. Je trouve que l'aventure est absolument géniale parce que je m'attendais pas forcément à ça et ça me fait plaisir. Merci beaucoup en tout cas, on vous suivra donc le 21 juin sur France 2 et puis on suit cette aventure Poésie de notre enfance, un album qui est spécial cette semaine sur Radio RPA. On a fait une semaine spéciale. Merci beaucoup Grégoire et puis on vous dit à très bientôt sur RPA. Merci beaucoup. Merci Grégoire. Merci à vous. Alors la semaine prochaine, une nouvelle semaine spéciale qui va démarrer avec un nouvel invité avec nous sur RPA.
Et oui, ce sera Chico, de Chico et les Gypsies. Voilà, il sera donc à l'honneur la semaine prochaine avec l'album spécial Chico, les Gypsies and International Friends. Et on aura des cadeaux à vous offrir sur RPA. On en aura plein, on aura des CD, on aura des livres dédicacés par Chico lui-même. Et on aura également des places de concert pour le concert du 26 juin. Voilà. Aux arènes d'Arles. Voilà, donc on retrouvera la semaine prochaine Chico en interview sur Radio RPA pour cette semaine spéciale. Marilyn, bon appétit, bon week-end. Bon week-end à tout le monde, bon appétit aussi. Et puis bon week-end à toi Stéphane et à notre petit stagiaire qui est en face de moi. Bon week-end. RPA. Radio RPA.